Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue et qui soulève beaucoup de questions, le TDAH. Alors on y va. Le TDAH, c'est un vieux compagnon de route. Vous pensez peut-être que le TDAH, c'est un truc tout nouveau, un peu comme les smartphones. Eh bien, détrompez-vous. Ce trouble, il nous accompagne depuis bien longtemps et les médecins en parlaient déjà à la fin du XVIIIe siècle. Donc non, c'est pas juste une histoire de jeunes qui passent trop de temps sur leurs écrans. Mais au fait, c'est quoi exactement le TDAH ? Alors imaginez un cerveau qui fonctionne comme une voiture de course sur un circuit plein de virages. Le TDAH, c'est un peu ça. Un cerveau qui tourne à plein régime, mais qui a du mal à rester sur la piste. On parle d'inattention, d'imagination, d'agitation, d'impulsivité. Bref, c'est tout un cocktail qui peut vraiment secouer le quotidien. Dans la tête d'un cerveau TDAH. Alors le TDAH, c'est un véritable trouble du neurodéveloppement caractérisé par des différences subtiles dans la structure et le fonctionnement cérébral. Il se manifeste par des niveaux élevés d'inattention, d'agitation et d'impulsivité, entraînant des handicaps cognitifs et relationnels persistants et parfois sévères. Quelles sont les caractéristiques principales ? Alors le TDAH se manifeste par 3 types de symptômes principaux. Le premier, c'est l'inattention. Difficulté à maintenir son attention sur une tâche, distraction fréquente, oubli ou perte d'objets nécessaires aux activités quotidiennes. La deuxième chose, c'est l'hyperactivité. Ça se manifeste par une incapacité à rester immobile, un besoin constant de bouger ou de parler. Puis le troisième symptôme, c'est l'impulsivité, c'est-à-dire la tendance à agir sans réfléchir, une difficulté à attendre son tour ou à contrôler ses émotions. Alors ces symptômes, ils peuvent se présenter sous 3 formes cliniques. La première forme, c'est le type inattentif. Il y a une prédominance des symptômes liés à l'inattention. Deuxième forme clinique, c'est le type hyperactif impulsif, c'est-à-dire qui manifeste une agitation motrice, donc du corps, des mouvements du corps, et de l'impulsivité dominante. Et la troisième forme clinique, c'est le type combiné, c'est-à-dire mélange des 2 types précédents, et c'est le plus fréquent, c'est-à-dire une prédominance de symptômes d'inattention est associée à une agitation motrice et de l'impulsivité. Alors les conséquences, parlons-en. Le TDAH, c'est pas juste être dans la lune en fait, de temps en temps. Ça peut vraiment chambouler la vie à l'école, au boulot, en famille. Et malheureusement, ça peut aussi augmenter les risques de dépression, d'addiction, voire de comportement suicidaire. D'où l'importance de ne pas prendre ça à la légère et d'agir très tôt. Plus c'est détecté dans l'enfance, tôt, dans l'âge de l'enfance, mieux c'est parce qu'il va y avoir possibilité d'un accompagnement. Alors comment on le repère ? On va pas se mentir, c'est pas toujours facile à détecter. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Un enfant qui a du mal à se concentrer, par exemple, qui est facilement distrait, qui interrompt sans cesse ses activités, et puis les autres aussi au passage, en classe par exemple, ou en activité collective, qui va aller parler à son copain de classe pendant que la maîtresse ou l'enseignant explique quelque chose, qui va mettre le bazar, qui va attirer l'attention, qui va faire le pitre par exemple. Un enfant qui a du mal à tenir en place physiquement, ne pas rester assis systématiquement. Alors, il est à noter que dans le cadre scolaire en France, tel qu'il est appliqué aujourd'hui, faire asseoir toute une journée, plusieurs heures durant des enfants, jusqu'à même à l'âge jeune adulte, c'est antinomique, c'est-à-dire que ce n'est pas réalisable. On ne peut pas maintenir un enfant ou une personne assise plus de 30 minutes, concentrée sur une tâche ou à recevoir une connaissance ou une information.
Et je tiens à préciser qu'il y a d'autres pays que la France qui ne considèrent pas le TDAH, ou en tout cas une agitation, une mobilité au-delà de 30 minutes d'un enfant comme un trouble, mais bien adaptent leurs compétences et leur pédagogie justement à cette nécessité, et donc font bouger les enfants toutes les 30 minutes, changent d'activité et les rendent mobiles. Et puis un enfant qui agit souvent avant de réfléchir. Et attention, ces signes, ils doivent être présents depuis au moins 6 mois et dans différents contextes pour qu'on puisse parler de TDAH. Ils doivent également être disproportionnés par rapport à l'âge de la personne, quand on identifie ça, quand la personne est adulte, et ne pas être mieux expliqués par un autre trouble que le TDAH. Et le diagnostic, il repose essentiellement sur les critères du DSM-5. Alors le TDAH ne vient jamais seul. Comme si c'était pas déjà assez compliqué, le TDAH, il s'invite souvent avec d'autres troubles. La dyslexie, la dysprasie, la dysorthographie, tous les troubles 10 notamment qui participent aux troubles d'apprentissage. Des problèmes de coordination, des troubles métaboliques, difficultés de digestion, certaines allergies, certaines intolérances alimentaires. C'est un peu comme une fête où on n'a pas invité tous ces guests, hein, mais ils sont quand même là. Alors la bonne nouvelle, on peut agir. Ne perdons pas espoir. Il existe des traitements qui peuvent aider. Alors, des traitements médicamenteux ont prouvé leur efficacité pour réduire les symptômes et les risques associés. Mais ce sont principalement des psychostimulants comme le méthylphénidate, c'est-à-dire la Ritaline, hein, le nom commercial, qui améliorent l'attention et réduisent l'hyperactivité. Mais ces traitements, ils nécessitent une surveillance médicale étroite pour éviter les effets secondaires, parce qu'il peut y en avoir des effets secondaires. Et ces traitements médicamenteux seuls, c'est-à-dire non accompagnés de thérapie comportementale ou d'explications aussi sur les symptômes et cet état de la personne et de l'enfant, impliquent souvent une consommation à vie. Attention à ça. Ce qui fait que l'adulte, par la suite, ne pourra plus s'en passer pour pouvoir réaliser ses tâches professionnelles au quotidien. Et puis, la bonne nouvelle aussi, c'est que pour ceux qui préfèrent une approche sans médicaments, il y a les thérapies cognitives et comportementales qui peuvent aussi faire des merveilles, notamment pour mettre en place des routines qui facilitent le quotidien. Parmi ces accompagnements, on observe une efficacité grâce notamment aux thérapies cognitivo-comportementales qui vont aider à développer des stratégies d'adaptation. L'hypnose, en tout cas celle que je pratique, qui a un aspect et un effet d'ancrage et de reprogrammation de programmes et de mémoire traumatiques et involutives qui peuvent aggraver justement ces problèmes de TDAH, va être très efficace aussi pour réduire les symptômes du TDAH et contribuer à améliorer la qualité de vie des patients, et notamment par la mise en place de routines quotidiennes et le développement des intelligences cognitives qui vont de ce fait être débloquées par la reprogrammation de programmes involutifs et en évolutif, et qui font notamment défaut chez ces sujets lors du processus d'apprentissage. C'est-à-dire que les sujets qui manifestent, qui ont les caractéristiques d'un TDAH, ils ont une difficulté souvent dans le processus d'apprentissage, puisque les formes d'intelligence cognitive ne sont pas assez développées. Alors le soutien familial aussi est très important pour mieux comprendre le trouble, c'est-à-dire que les parents, les proches, mieux ils connaissent cette problématique, par quoi se manifestent ces troubles, quand arrivent les crises, parce qu'il peut y avoir des épisodes d'intensification des symptômes,
concorder justement un contexte particulier plus stressant à un moment donné pour le sujet, eh bien mieux ça se passera parce que l'environnement va aussi pouvoir adapter l'environnement du sujet pour pouvoir pacifier, calmer et accompagner le sujet pour qu'il reprenne en fait sa routine, pour qu'il vienne se recaler à nouveau sur une routine. Alors l'état modifié de conscience, c'est-à-dire la gestion du stress et des émotions, va vraiment aider le sujet. Donc l'hypnose a aussi beaucoup de vertus dans le sens d'une appropriation d'une technique d'état modifié de conscience qui va pouvoir booster des mémoires positives qui vont aider grandement le sujet à se relaxer et à se pacifier. Alors, ce qui est aussi important à mettre en place, c'est un aménagement scolaire ou professionnel. Ça, c'est vraiment à prendre en considération aussi pour les sujets qui manifestent le TDAH. C'est-à-dire, ça va passer par des adaptations pour les enfants pédagogiques pour répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes. C'est-à-dire que l'apprentissage va passer au travers de processus pédagogiques qui vont être différents de celui qu'on utilise de façon classique en France. Et à ce sujet, eh bien, il est à noter qu'il y a vraiment une ouverture, un développement à considérer en termes, en France en tout cas, de l'amélioration des types de pédagogie pour accompagner les enfants. Parce que tous les sujets ne sont pas en capacité d'accueillir les connaissances et les apprentissages de savoir-faire, de savoir-être de la même façon. Donc adapter la pédagogie, c'est-à-dire les méthodes de transmission d'informations et de savoir-faire, c'est fondamental. J'ai envie de dire que ça devrait faire partie d'un aménagement scolaire qui devrait devenir la normalité. Mais en tout cas, ça parle aussi aux adultes qui par la suite évoluent dans un environnement professionnel. Donc ça sous-entend savoir comment on fonctionne, savoir qu'un environnement hautement stressant peut intensifier les symptômes et de pouvoir communiquer à son entourage, à ses collègues de ces caractéristiques-là et de pouvoir connaître soi-même déjà toutes les techniques et les rituels qui viennent pacifier, qui viennent réguler les émotions et le stress, de pouvoir les appliquer pour pouvoir gérer au mieux la vie professionnelle et puis familiale. Et ça passe aussi par une capacité de communication à son entourage et à des gens qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas l'environnement proche, donc qui ne sont pas forcément au courant de ce trouble, pour pouvoir mieux expliquer ce dont on a besoin, c'est-à-dire ce dont le sujet a besoin pour bien fonctionner. Donc la communication et les capacités de communication sont très importantes une fois à l'âge adulte pour pouvoir adapter son environnement. Et puis le mode de vie, enfin, très important. Il y a un mode de vie, il y a ce que je peux appeler une hygiène de vie qui est importante à mettre en place quand on manifeste ces caractéristiques de troubles de TDAH. Notamment, ça va passer par une gestion du stress, savoir gérer le stress. Alors ça veut dire développer un apprentissage, c'est ce qu'on fait en séance d'hypnose aussi, pour les personnes qui ont ces caractéristiques-là, c'est-à-dire s'approprier des techniques qu'elles vont pouvoir utiliser pour les aider à gérer un environnement stressant. Parce que la vie est faite de telle façon que le niveau de stress n'est jamais réellement le même. Et en même temps, on s'embêterait aussi si c'était le cas. Donc, pouvoir avoir des outils internes qu'on peut très rapidement mettre en place pour pouvoir gérer ces situations de stress. Ensuite, développer une activité physique régulière. Parce que dépenser son corps, bouger son corps, activer la mobilité de son corps, c'est essentiel. Et en même temps, ça va aider aussi à réguler le sommeil, à compenser un niveau hormonal qui se met en place chez ces sujets-là qui sont hypersensibles au niveau environnemental, de tout l'environnement et des facteurs de stress, et notamment émotionnels.
Donc, ça va passer aussi par une régulation du sommeil, c'est-à-dire de bien identifier le nombre d'heures nécessaires pour récupérer un sommeil réparateur, se coucher régulièrement à cette heure-ci, pas trop tard, vraiment vérifier bien que on ne prend pas trop de temps, arrêter un certain type de stimulation quelques heures avant le moment d'aller se coucher pour ne pas activer, exciter le cerveau. Donc ça veut dire éviter les écrans, éviter certaines lumières, éviter de regarder certaines vidéos et de lire certains contenus qui pourraient être hautement stressants avant le moment du sommeil. C'est-à-dire prévoir une bonne heure, peut-être un peu plus, avant d'aller se coucher, avant l'heure du coucher, pour préparer ce moment, ce temps de récupération, et le respecter. Vérifier aussi son alimentation, éviter les sources et les origines hautement excitantes avant le sommeil, et puis à partir d'une certaine heure de la journée. Donc, tout ce mode de vie, là c'est une liste non exhaustive que je vous décris, mais va contribuer à maintenir un bon rythme et à réduire les symptômes du TDAH. Alors qui est concerné ? Le TDAH, ça touche environ 6% des jeunes de moins de 18 ans et presque 3% des adultes identifiés. Et bizarrement, on dirait que les garçons sont plus souvent touchés. Mais attention, ça ne veut pas dire que les filles sont épargnées. D'où ça vient, tout ça ? La grande question, d'où vient le TDAH ? En fait, c'est un peu comme une recette complexe, en fait. C'est un peu de génétique par-ci, un peu d'environnement par-là. Des facteurs comme l'exposition à l'alcool pendant la grossesse ou une naissance prématurée peuvent jouer un rôle. Tout ça crée de petits changements dans le cerveau qui, mis bout à bout, donnent le TDAH. Mais ces facteurs, ils entraînent de subtiles modifications dans différents réseaux neuronaux et les processus cognitifs, motivationnels et émotionnels qu'ils contrôlent. Alors maintenant, on va où avec tout ça ? Alors les chercheurs, ils ne chôment pas. Ils continuent d'explorer les mystères du TDAH pour mieux le comprendre. En attendant, il faut retenir une chose, c'est que le TDAH, ce n'est pas juste un problème de comportement. C'est un vrai trouble neurologique qui mérite notre attention et notre compréhension. Et avec le bon soutien, les personnes qui en souffrent peuvent non seulement s'en sortir, mais aussi révéler tout leur potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur le TDAH. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu. Et puis, surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour de nouvelles informations.